Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans une vidéo précédente, j'ai proposé un résumé d'un livre de philosophie politique paru en 2014, un des derniers livres de Roger Scruton, un philosophe et un écrivain anglais qui est disparu en 2020, sans doute un des penseurs conservateurs les plus originaux et les plus subtils de ces 50 dernières années. Le livre s'intitule « How to be a conservative », littéralement « Comment être conservateur », et qu'on pourrait traduire dans une langue résolument conservatrice, l'art d'être conservateur. Ce que je vous propose dans cette vidéo-ci, c'est un avis plus personnel sur ce livre. Et également une liste des raisons qui rendent l'art d'être conservateur, écrit en anglais, pour des anglais, ou du moins pour des anglo-saxons, également intéressant pour des gens comme vous et moi, c'est-à-dire a priori des gens de langue ou de culture française. Il y a au moins 5 raisons pour s'intéresser à Scruton et à son livre « L'art d'être conservateur ». D'abord, l'actualité et l'importance, je dirais même l'urgence, des problèmes que Scruton aborde. Deuxièmement, son immense culture, on apprend énormément à le lire. Troisièmement, sa grande ouverture d'esprit. Il puise ses idées chez les auteurs de la tradition conservatrice, bien sûr, mais aussi chez des auteurs qui ne sont pas du tout conservateurs. Il ne classe pas le monde en deux camps et c'est rafraîchissant. Quatrième qualité, son ton, son style, qui est léger, plaisant, plein d'esprit, cela rend la lecture très agréable. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, Scruton n'est pas français. Et c'est un grand avantage. Par là, je ne veux surtout pas rabaisser le fait d'être français, d'autres s'en chargent bien assez, n'est-ce pas? Mais plutôt, le fait que Scruton ne soit pas français permet, pour un français ou un francophone qui le lit, de s'extraire de certaines querelles franco-françaises, de prendre du recul et de mieux apprécier la qualité de certaines idées conservatrices en elles-mêmes, dégagées de la contamination de certains événements historiques en France. J'y reviendrai. Alors d'abord, Scruton s'attaque aux problèmes de notre époque. Oui, bien sûr, il s'inscrit dans une tradition conservatrice, il réaffirme les principes conservateurs, il reprend à son compte des constantes, notamment prendre l'homme tel qu'il est, ne pas prétendre améliorer l'homme ni changer le monde, laisser les gens vivre, observer la société, les sociétés telles qu'elles sont, essayer d'en dégager des lois pour voir qu'est-ce qui favorise la prospérité et la pérennité d'une société, et ensuite essayer de traduire ces lois en lois politiques. Ça, c'est le premier grand principe des conservateurs. On peut en citer d'autres. Par exemple, le fait que, comme dit Solzhenitsyn, la frontière du bien et du mal passe par le cœur de chaque homme. Conséquence, on n'a pas les victimes professionnelles d'un côté et les bourreaux par essence de l'autre. On n'a pas une classe exploitée, les prolétaires, et une classe exploitante, les bourgeois. On n'est pas coupable de naissance parce qu'on appartient à une classe. De la même façon, il n'y a pas les ignobles blancs oppresseurs d'un côté et tous les racisés opprimés de l'autre. Non, encore une fois, la frontière du bien et du mal passe par le cœur de chaque homme. On peut citer encore d'autres principes qui sont tellement simples qu'ils peuvent prendre la forme de maximes. Par exemple, construire est plus difficile que détruire, ou la société crée l'individu, pas l'inverse, ou encore la tradition est un trésor, etc. Donc fondamentalement, Scruton dit la même chose que Burke, qui disait la même chose que Thomas d'Aquin, qui disait la même chose qu'Aristote, et qui dans beaucoup de cas ne font pas autre chose que répéter nos bons vieux proverbes. Alors pourquoi lire Scruton plutôt que Burke, Thomas d'Aquin ou Aristote, ou même tout simplement les fables de La Fontaine ou d'Ésope, et les leçons de la sagesse des nations recueillies dans des recueils de proverbes? Eh bien parce que ces idées élémentaires, connues, Scruton les confronte aux enjeux de société les plus actuels et qui souvent n'étaient même pas des problèmes il y a 50 ans. Donc, des problèmes qui n'ont jamais été abordés
par un autre penseur dans la veine conservatrice auparavant. Que sont ces problèmes? Je vous fais un pari. Pensez à un enjeu contemporain. Ouvrez Scruton. Je parie que Scruton en parle. Il parle de l'évolution des relations familiales, des mœurs sexuelles, du pouvoir grandissant des juges, de l'importance croissante des réseaux sociaux et de l'impact sur les relations entre les personnes, de l'immigration de masse, du réchauffement climatique, de l'enlaidissement des villes, de l'art contemporain, de l'éducation, des relations entre État et religion, de l'Union européenne, de la démographie, etc. La plupart de ces sujets, en 1970, personne n'en parlait, soit parce qu'ils n'étaient pas perçus, comme le réchauffement climatique, soit parce qu'ils n'existaient pas, comme Internet ou les réseaux sociaux, ou soit parce que les problèmes n'étaient pas aussi aigus. Par exemple, les mouvements migratoires ou la démographie, que ce soit la surpopulation en Afrique ou la dénatalité ailleurs. Or, Scruton n'élude aucun de ces sujets, mais il s'y confronte, il confronte les principes conservateurs, et cela rend son livre brûlant d'actualité. Autre mise à jour de la pensée conservatrice par Scruton, c'est qu'il écrit dans une époque relativiste. Il y a 2 siècles, pour Burke ou Joseph de Maistre, le discours conservateur était en un sens assez facile, assez simple. Il suffisait de reprocher à la Révolution française de détruire la religion chrétienne parce que, de façon quasiment unanime, le public pensait que la religion chrétienne était quelque chose de valable. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. Ce qui est intéressant, c'est quand même trouver des choses à conserver dans notre époque qui est ultra relativiste. Ce qu'il faut conserver, ce n'est pas telle institution ou telle institution, ce n'est pas telle religion ou telle religion, mais c'est plutôt, de façon générale, la faculté pour les gens de se regrouper et de créer au fil du temps, de façon organique, spontanée, par la base, des sphères où de nouveaux systèmes de valeurs vont pouvoir apparaître. Et cela peut prendre la forme d'associations aussi humbles qu'un club de rugby, qu'un club de karaté, qu'un club de lecture, qu'un club d'échecs, qu'un orchestre amateur ou qu'une chorale. Tous ces lieux, toutes ces sphères remplissent pour Scruton la même fonction que la fonction que pouvait remplir la religion chrétienne il y a 2 ou 3 siècles en Europe, c'est-à-dire être un lieu où des valeurs naissent de façon spontanée, des relations entre les individus. Et pour Scruton, le combat essentiel, c'est de s'assurer, de conserver la possibilité à de telles sphères de se former entre les individus, hors de tout contrôle, hors de toute atteinte de l'État. C'est un petit tour de force de réussir à rajeunir la pensée conservatrice à une époque où les institutions qu'un conservateur traditionnel défendait ont disparu ou se sont quasiment effondrées. C'est intéressant de voir comment Scruton dit que ce qu'il faut préserver désormais, ce n'est pas tant ces institutions que la possibilité de créer des sphères qui vont jouer le même rôle que celles que jouaient ces institutions, c'est-à-dire des espaces libres où les individus vont pouvoir se rencontrer librement et générer des valeurs qui leur correspondent et qui vont leur permettre de s'améliorer par eux-mêmes et non pas d'être améliorés par un état supérieur avec un programme qui vient d'en haut. C'est original. Scruton tient compte du relativisme et de la variété idéologique et culturelle des sociétés occidentales contemporaines, tout en préservant cette idée fondamentale que ce qui a le plus de valeur en l'homme se révèle dans des interactions sociales spontanées qu'aucun dirigeant, aucune administration ne peut décréter et qui doivent rester libres notamment de toute interférence des juges et des fonctionnaires. Voilà pour la première grande qualité de ce livre, un rajeunissement de la pensée conservatrice et sa confrontation avec les enjeux actuels les plus brûlants. Deuxième qualité, l'immense culture de Scruton, et ce, dans de nombreux domaines. En philosophie, évidemment, c'était un professeur de philosophie de formation, donc on en apprend sur Hegel, sur Kant, sur Marx, mais aussi,
et sa spécialité c'était l'esthétique, on en apprend énormément sur les arts. Il cite des peintres, des musiciens, des architectes, des projets d'urbanisme. Il parle aussi d'économie, cite des économistes. Il parle de politique, britannique, américaine, européenne. Il parle aussi beaucoup du système éducatif. C'est un touche-à-tout, un véritable polygraphe. C'est passionnant de le lire. Et en même temps, toute cette culture ne relève pas de l'étalage. Il cite des auteurs, il mentionne des exemples pour faire progresser la réflexion. Il ne tombe jamais dans le pédantisme. Également, et c'est mon troisième point, très grande ouverture d'esprit. Il voit les qualités des doctrines adverses. Il consacre la moitié de l'art d'être conservateur à examiner d'autres doctrines que le conservatisme, certaines étant très éloignées, voire opposées au conservatisme, par exemple le socialisme ou le libéralisme. Est-ce qu'il le fait seulement pour les critiquer? Pas du tout. Au contraire, il en dégage d'abord la vérité, ce qu'elles ont bien perçu, et ensuite il en montre les limites. Par exemple, il cite Marx, dont il apprécie et reprend la critique du fétichisme de la marchandise. Et c'est seulement ensuite, après avoir relevé la vérité du socialisme ou la vérité du libéralisme, que Scruton s'attache à montrer leurs limites. Mais il fait la même chose pour le conservatisme. Il indique la vérité fondamentale du conservatisme et ensuite il en montre les limites. Ce n'est donc pas un manuel pour militants qui vous dit quoi penser. C'est véritablement un livre de philosophie politique qui vous invite à penser. Et cela nous épargne d'avoir à subir une fois de plus un ouvrage politique qui divise le monde en deux camps, avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre. C'est rafraîchissant, c'est salutaire, à une époque où il faut toujours être pour ou contre. Vous devez être pour l'immigration ou contre l'immigration. Croire au réchauffement climatique ou nier le réchauffement climatique. Pas de demi-mesure. Interdiction de réfléchir, de mesurer, d'examiner, d'expérimenter, de valider, de changer d'avis, d'évoluer, de faire preuve de mesure, de discriminer, de distinguer, de nuancer. Tout ça, c'est interdit. Donc par exemple, si vous dites à propos de l'immigration que des immigrés venant de tel pays, de telle culture, dans de telles proportions, quand notre économie est en croissance, quand la société connaît la paix sociale, très bien. Mais qu'en revanche, des immigrés venant de tel autre pays ou tel autre continent, de telle autre culture, dans telle proportion, en situation d'insécurité, d'émeutes à répétition, de récession et de chômage, et de dénatalité, ça va peut-être moins bien marcher, c'est peut-être moins judicieux. Juste dire cela va déclencher une cacophonie assourdissante. C'est interdit. Et c'est très étonnant quand on y pense, parce qu'on s'entend qu'une société humaine est beaucoup plus complexe que de la matière inerte, comme peuvent l'être des produits chimiques. Or, un chimiste expérimente et réfléchit. Et il constate que combiner la substance X avec la substance Y, c'est parfait, c'est inoffensif, voire même c'est bon, mais que combiner la substance X avec la substance Z, cela explose. Or, à propos d'une société qui est encore plus complexe, au lieu de réfléchir, d'expérimenter, de discerner et de discriminer encore plus, on nous enjoint au contraire de nous réfugier dans des incantations magiques et de dire des choses aussi absurdes que, par exemple, la seule chose dont il faut avoir peur, c'est de notre peur. Ou encore, abolissons les frontières. Ou encore, plus d'Europe. Ou encore, des arguments comme les Arabes ont inventé le café, donc il faut tous les accueillir. Comme si on avait dit, il y a 70 ans, les Allemands ont produit Beethoven, donc il faut se laisser envahir par eux. Bref, des incantations magiques vides, des arguments qui n'en sont pas, tout cela devient légitime et imposé dans le domaine. Il y a donc, j'ai cité l'immigration, mais on pourrait parler du réchauffement climatique. De la même façon, si vous commencez à critiquer certaines mesures qui sont prises, parce qu'elles ne sont pas nécessairement judicieuses, comme par exemple d'installer partout des éoliennes dans des régions où les régimes éoliens sont très faibles, ou encore d'inciter les gens à acheter des véhicules électriques dans des régions des États-Unis où l'électricité est produite par des centrales à charbon, juste le fait de remettre ça en cause, vous allez vous faire injurier par certaines personnes qui vont pousser des cris d'orfraie parce qu'elles vont tout de suite supposer que vous niez le réchauffement climatique, alors que vous ne faites qu'utiliser votre intelligence. Et ce qui fait un bien fou
quand on lit Scruton, par opposition à toutes ces incantations magiques et à cette hystérie et à cette indignation permanente, c'est que lui réfléchit. Et en même temps, Scruton ne tombe pas dans le relativisme. Quand il examine les différentes doctrines, qu'il en montre tour à tour la vérité et les limites, ce n'est pas ensuite pour dire tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort, mais c'est vraiment un penseur en mouvement, à la recherche de la vérité, qui passe à travers différentes doctrines et qui en retient ce qu'il considère comme être absolument vrai. Il y a donc pour lui une vérité objective, sauf qu'elle n'est pas détenue d'avance par un dogme ou un dogme. La vérité, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Scruton, encore une fois, est un penseur en mouvement et il est très instructif de le suivre dans cette démarche. Très instructif et aussi très agréable. Pourquoi ? Parce que son livre démontre un grand esprit de finesse. Il est plaisant, léger, Scruton est plein d'esprit, sa prose est simple, claire, musicale. Il y a beaucoup d'humour. Par exemple, il écrit que dans la société soviétique, en route vers le paradis socialiste, le parti marchait à l'avant et la police secrète fermait la marche en faisant avancer tout le monde à coups de fouet. C'est un humour qui est souvent bienveillant, amical. Par exemple, dans le cadre de la religion chrétienne, il rappelle qu'à une époque, la question s'est posée de savoir quel Dieu choisir. Est-ce que c'était le Dieu de l'Ancien Testament ou le Dieu du Nouveau Testament ? C'est une question cruciale pour les Européens qui a beaucoup occupé les théologiens et les penseurs depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, depuis saint Paul. Mais, dit Scruton, pour les Américains, cette question n'est pas très importante, puisqu'elle a été réglée justement en Europe, bien des siècles avant la seule chose vraiment importante dont Dieu doit s'occuper, c'est-à-dire l'Amérique. Petite pique gentille donc envers la tendance des Américains, comme certains autres en passant, à se prendre pour le centre du monde. Certains parleraient d'un humour bien britannique, c'est sans doute vrai, mais je dirais plutôt un humour à la La Fontaine, qui fait vraiment penser à nos auteurs classiques, Molière, La Bruyère, Pascal, Voltaire même. Un humour bon enfant, subtil, et en même temps qui touche à des vérités profondes. Quand il parle philosophie, il écrit dans une langue de tous les jours. Les termes les plus techniques qu'on trouve, c'est fétichisme de la marchandise, qui vient de Marx, ou aliénation, qui là encore peut venir de Marx. Mais sinon, même la phénoménologie de l'esprit de Hegel devient simple et limpide quand c'est Scruton qui nous l'explique. C'est donc un excellent pédagogue qui clarifie la pensée des grands philosophes sans l'appauvrir. Parfois, il met une petite touche de lyrisme, mais juste ce qu'il faut, on ne tombe pas dans la sentimentalité. Par exemple, le titre du dernier chapitre de son livre, « Un adieu qui s'interdit le deuil », est représentatif de cet état d'esprit. On reconnaît la valeur des choses disparues, mais on ne succombe pas à une mélancolie stérile. J'arrête là, je ne veux pas être trop lourd en parlant de la légèreté de Scruton, ce serait vraiment un comble. Je vais plutôt m'intéresser maintenant au 5e atout de l'art d'être conservateur, c'est que son auteur n'est pas français. Alors quel est l'avantage de n'être pas français ? Loin de moi l'idée de taper sur la France et les Français, nos dirigeants s'en chargent bien assez, n'est-ce pas ? Et comme le disait La Rochefoucauld, ne dites jamais de mal de vous-même, vos amis s'en chargent. Non, ce que je veux dire, c'est que le conservatisme a eu une histoire malheureuse en France. Et cela a contribué à lui donner une mauvaise image, une mauvaise réputation, qui fait qu'il est difficile d'être conservateur aujourd'hui en France. En soi, le terme est péjoratif. Le fait que conservateur veuille aussi dire l'agent de conservation qu'on trouve dans les boîtes de conserve n'aide sans doute pas à avoir une image positive en français. En passant, ce n'est pas le cas en anglais. En anglais, l'agent de conservation, c'est preservative, à ne pas confondre avec le préservatif français, bien sûr. Fin de parenthèse linguistique. En Grande-Bretagne, au Canada, dans d'autres pays anglo-saxons, être conservateur n'est nullement péjoratif. Il y a un parti de gouvernement qui s'appelle le Parti conservateur, comme vous savez sans doute, et qui représente à certains moments plus de 50% de l'électoral. Quelle est la situation en France ? Pour rappel, en 1789 a eu lieu une certaine révolution. En France, pas en Angleterre. La conséquence, c'est que les penseurs anti-révolutionnaires ont aussi tendance à être perçus comme anti-français.
Quand on est anglais, être anti-français, c'est très bien. Et l'Irlandais Burke est un grand homme pour les Britanniques. C'est à la fois un penseur conservateur et un homme d'État patriote. Formidable. Mais quand on expose des idées similaires à celles de Burke en français, comme par exemple le fait Joseph de Maistre, c'est plus délicat, parce qu'on passe pour anti-français. Joseph de Maistre est un émigré qui écrit depuis Saint-Pétersbourg, qui rentre en France grâce à Waterloo, dans les fourgons de l'étranger, comme on a dit gentiment à l'époque à propos du roi restauré Louis XVIII. Je saute un siècle et demi, 1940. Rebelote. L'armée française se fait balayer, comme on sait. L'armée britannique aussi en passant. Mais comme les Français chevaleresques et stupides se font tuer sur les plages à Dunkerque, les Anglais ont le temps de rembarquer et eux ont la chance d'habiter sur une île. Fin de la parenthèse. Mais toujours est-il qu'en 1940, qui vient au pouvoir en Angleterre? Bien sûr, l'adversaire des pacifistes, des internationalistes, qui ont été complaisants envers l'Allemagne depuis 1919 et qui portent une lourde responsabilité dans la défaite que les armées françaises et anglaises viennent de subir. Donc on appelle au pouvoir un certain Churchill un conservateur. C'est donc le conservatisme qui va porter en Angleterre le flambeau de la résistance au nazisme. En France, qui vient au pouvoir? Comme en Angleterre, les pacifistes, les démocrates, qui ont précipité la France dans le désastre, cèdent le pouvoir. Ils ont tellement honte, il faut s'en rappeler, qu'ils se débandent, qu'ils s'autodissolvent. Et rappelons-le, c'est la Chambre élue en 1936 et qui a porté le Front populaire au pouvoir, qui en 1940 se dissout et remet le plein pouvoir, faute de pouvoir le faire à Dieu le Père en personne, à un vieux militaire, un certain maréchal Pétain. Comme Churchill, Pétain est un conservateur. Il croit au travail, à la famille et à la patrie. Formidable. Une divine surprise, comme l'écrit Charles Maurras. Sauf que, c'est comme en 1815. Les idées conservatrices reviennent au pouvoir grâce à une défaite. Et au terme de 4 ans d'occupation, entachés de collaboration, les idées conservatrices vont se trouver contaminées par une proximité qui naît fatalement de la co-administration du pays avec l'occupant. Parenthèse, je n'entre pas dans la politique ici, ce n'est pas le sujet. Je note juste que les circonstances ont fait que, entre 1789 et 1815, comme entre 1940 et 1945, en Angleterre, les conservateurs, le parti politique conservateur et les idées conservatrices sont associés à la défense de l'intérêt national, alors qu'en France, ils sont associés, que ce soit juste ou injuste, caricatural ou non, peu importe, c'est l'image, à une certaine forme de trahison. En plus, le doctrinaire conservateur en France, le penseur qui a théorisé la monarchie en France au XXe siècle, celui qui a été le maître à penser de toute une génération, de plusieurs générations même, qui a été un influenceur avant la lettre, qui a été une référence depuis l'affaire Dreyfus en 1898 jusque dans les années 1930, Charles Maurras, là encore, pour des raisons historiques, parce que les républicains étaient essentiellement, dans les années 1870-1880, des francs-maçons, des protestants ou des juifs, c'est un fait, qui étaient anti-catholiques, anti-monarchistes, et qui étaient des centralisateurs parisiens militants, voire forcenés. Alors forcément, quand vous êtes un félibre provençal, attaché à vos traditions et à votre autonomie provinciale, que vous êtes attaché à votre catholicisme et à une histoire monarchique millénaire, forcément, vous êtes désigné par ces gens comme l'ennemi à abattre, et en retour, vous désignez ces gens comme l'ennemi à abattre. Résultat, Charles Maurras s'est mis à dos les francs-maçons, les protestants, les juifs, et ils ne lui ont toujours pas pardonné. En Angleterre, si je reviens à l'Angleterre, comme chacun sait, on est toujours en monarchie. Il existe toujours une chambre des Lords. La religion anglicane est toujours la religion officielle du royaume. En Angleterre, on n'a pas eu de terreur, pas de guerre de Vendée, pas les saignées des guerres napoléoniennes. On n'a pas eu 10 changements de régime, j'exagère à peine, entre 1789 et 1945. Il n'y a pas eu la défaite de 1870. Il n'y a pas eu un bilan démographique de la guerre de 14-18 aussi catastrophique qu'en France. On n'a pas non plus de frontières communes avec l'Allemagne.
Donc tous ces éléments qui ont fait que la France a vécu dans une atmosphère de discorde, voire de guerre civile depuis 1789, tout cela n'existe pas. Et de ce fait, en Angleterre, on peut continuer à mener paisiblement une réflexion sur les principes conservateurs et se concentrer sur l'aspect métaphysique, sur les grandes idées, l'essence de la société, de la civilisation, de la nature humaine, de la famille, de la religion. Toutes ces idées très intéressantes qu'on trouve chez Burke et chez Scruton, on les trouve aussi dans Mes idées politiques de Maurras. Mais chez Maurras, ces idées sont polluées par l'atmosphère et les circonstances politiques de son époque, au point qu'on ne voit plus que cela. Quand aujourd'hui vous dites Maurras, c'est tout de suite le réflexe à la Pavlov, les gens vous répondent antisémite. Tout de suite, c'est cela qui sort, et après tout, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est la seule chose qui sort. On l'a encore vu avec tout le drame autour de la commémoration du 150e anniversaire de la naissance de Maurras en 2018. La seule chose qu'on a vue partout, c'est Maurras antisémite, ou à la limite Maurras anti-républicain, comme si en passant c'était un crime d'être contre la Troisième République. Quand on voit la bande d'incapables qui ont dirigé ce régime et mené la France à la catastrophe en mai 1940. C'était pas un hasard si quand De Gaulle prend le pouvoir en 1958, la première chose qu'il fait, c'est une constitution qui prend le contre-pied de la Troisième République. Parce que lui aussi, qui en passant a été très influencé par Maurras, lui aussi avait pu constater que la Troisième République avait été catastrophique pour la France. Fin de parenthèse. Mais bref, la mémoire de Maurras est entachée par les polémiques de l'époque auxquelles, comme commentateur politique quotidien, il s'est trouvé fatalement mêlé. Alors il y a des gens qui se réjouissent de cette contamination, chouette, même pas besoin d'argumenter contre les idées conservatrices. Il suffit en France de lancer le nom de Maurras ou de prononcer en ricanant travail, famille, patrie dans la même phrase pour discréditer les idées conservatrices. Mais on peut le regretter. On peut persister à penser que le travail est une bonne chose, la famille est une bonne chose, la patrie est une bonne chose. Et qu'il est dommage que ces termes-là aient été entachés par une suite de coïncidences historiques malheureuses en France. Ça n'a pas été le cas en Angleterre. Et donc ces idées conservatrices qu'on n'a presque pas le droit de lire chez Maurras, ou qu'on ne lit qu'avec une certaine gêne, encore une fois peut-être à tort, mais c'est un fait, on ne peut pas lire Maurras de façon neutre, non polluée, eh bien les mêmes idées, on peut les lire en toute quiétude, sans arrière-pensée, sans pensée parasite, chez Scruton, et on peut les méditer pour leur propre mérite. C'est pour cela que Scruton a pour nous, Français, l'avantage de n'être pas français, et que pour un Français qui aurait une fibre conservatrice, c'est-à-dire finalement un Français qui est attaché à certains éléments de son héritage, à sa langue, à son histoire, à l'architecture de ses villes, à sa tradition intellectuelle, scientifique, culinaire, agricole, viticole, etc., à sa religion, Scruton est un bon recours et une bonne lecture. Pour résumer, Scruton vaut la peine d'être lu pour son actualité, sa grande culture, son ouverture d'esprit, son style, par des lecteurs de tous les pays, et plus encore par des lecteurs français. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, qu'il soit critique ou constructif, ça m'intéresse. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à me donner un petit coup de pouce vers le haut. C'est toujours bien apprécié par l'algorithme et aussi par votre serviteur. Et je vous souhaite que Mnémosyne, déesse de la mémoire et mère des muses, vous inspire de belles pensées et de riches créations.